est-ce qu'il est normal que dans un pays comme la France, il y ait aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ou presque, 2000 enfants qui dorment dans la rue? Cette question, posée par Yves de Necher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers, ne se poserait peut-être pas si la France n'avait pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. En réalité, la reconnaissance des droits de l'enfant est une histoire lente qui célèbre son centenaire en 2024. Et oui, pendant longtemps, la question des droits des enfants semblait superflue. Pour Aristote, par exemple, et pour beaucoup d'autres penseurs des anciens, comme on dit, euh, il ne saurait être question d'avoir des droits pour les enfants, d'ailleurs d'avoir des droits pour les humains en général. C'est une question qui est complexe. Si on avance un petit peu, et même beaucoup, dans les siècles, au XVIIe siècle, la philosophie des droits de l'homme commence j'allais dire, à s'imposer, avec des penseurs comme Locke, comme Pufendorf, etc., et d'autres. Et donc, la question des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, des droits humains, eh bien évidemment, fait émerger aussi la figure de l'enfance. Et au XVIIIe, quelqu'un comme Rousseau, avec l'Émile notamment, eh bien, va focaliser son attention de philosophe attentif au contrat social, aux droits humains, sur la personne de l'enfant. Et pendant tout le 19e siècle, finalement, les enfants vont acquérir en quelque sorte des droits, sans qu'ils soient forcément énoncés, mais le droit de ne pas trop travailler. Et il y aura des législations pour ça. Le droit d'être éduqué, le droit de ne pas être maltraité dans sa famille. Là, on est plutôt à la fin du 19e siècle. Il y a des lois pour ça en France, en Grande-Bretagne. Voilà. Donc petit à petit, les choses se décantent, si j'ose dire, mais c'est vraiment au début du 20e siècle qu'il y a une prise de conscience qu'on peut qualifier de transnationale pour énoncer des droits pour l'enfant. Et c'est effectivement après la Première Guerre mondiale, notamment avec Eglantine Jebb, mais d'autres aussi, hein, le Comité international de la Croix-Rouge qui joue un rôle important, des mouvements aussi de militants dans le domaine de l'enfance, mais aussi du côté des femmes. La première vague du féminisme s'intéresse beaucoup à la cause de l'enfant. Et donc toute cette mobilisation eh bien, va aboutir à la première énonciation des droits de l'enfant en 1924, dite Déclaration de Genève. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de voir les droits de l'enfant. Il y a une autre, comment dire, une autre manière d'envisager les droits de l'enfant, c'est celle de Janusz Korczak, un médecin polonais, qui lui va essayer de donner aux enfants ou de reconnaître aux enfants des droits qu'on peut dire des droits capacitaires, des droits d'émancipation, des droits d'expression. Et les expériences qu'il va mener dans ces centres eh bien, vont pousser, vont mener jusqu'à ce que des enfants établissent les règles de vie de ces centres pour enfants. Euh, Parfois même que ces enfants rendent la justice vis-à-vis de choses qui peuvent se passer dans leur structure de vie. Et donc, on a là, en fait, vous voyez, dès l'entre-deux-guerres, un peu les deux grands piliers, euh, oui, les deux bases des droits des enfants. D'un côté, les droits de protection, ils sont incarnés par Eglantine Jebb et ils sont contenus dans la déclaration de 1924. Et puis de l'autre, avec Janusz Korczak, eh bien, le développement et l'idée qu'il faut aussi accorder à ces enfants, non pas seulement des droits de protection, mais des droits d'émancipation, des droits capacitaires. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits humains, et pour que les droits de l'enfant soient revus, il faudra attendre 1959. Ce texte repose sur un principe important, nouveau, qui est celui de l'intérêt de l'enfant. Toute mesure prise envers un enfant doit évaluer l'intérêt de cet enfant. Et puis, il y a des notions nouvelles qui apparaissent, comme l'enfant a besoin d'amour, ça on n'en avait pas parlé dans les textes précédents. On insiste beaucoup plus aussi sur sa famille, on insiste beaucoup plus aussi sur l'éducation. Mais la déclaration n'est qu'une déclaration que les États signent, mais qui, là encore, ne les contraint en rien. Et assez vite, on va se rendre compte, dès les années 60, 70, qu'il faut aller au-delà, que cette déclaration, elle est insuffisante. D'ailleurs, elle a des faiblesses.
en ce qui concerne par exemple l'universalité des droits de l'enfant. Est-ce que le travail des enfants, il est conçu de la même manière en Europe occidentale, en Amérique du Sud ou en Inde? La réponse est évidemment non. Pour parvenir à une convention universellement reconnue, il faudra encore attendre et surtout échanger. Les années 60 et 70, il y a une prise de conscience de mouvements, d'associations, de militants, d'hommes politiques, de juges, d'éducateurs, etc., qui réclament que cette déclaration de l'enfant, eh bien, elle soit complétée, qu'on aille beaucoup plus loin avec une véritable convention des droits de l'enfant. Et en droit international, une déclaration n'est pas contraignante, une convention, quand les États y adhèrent, ils sont contraints de la mettre en place. Et donc, dans la décennie 80, après 1979, une année internationale de l'enfance, eh bien, on va, pendant 10 ans, s'atteler à rédiger une convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est pas facile. Ça regroupe beaucoup d'États, ça regroupe beaucoup d'autres acteurs associatifs et autres. Eh ben, je vous donne qu'un exemple. Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est qui? On est enfant à partir de quel âge? À partir de sa naissance. OK. Ça veut dire que l'enfant, la veille de sa naissance, il n'est pas un enfant? Et puis vous voyez où je veux en venir. Ça pose la question, évidemment, de la question de l'avortement, par exemple. Ça pose la question de la protection de l'enfant avant qu'il naisse. Et puis, cet enfant-là, quand est-ce qu'il sort de l'enfance? Ben, c'est la question de la majorité civique, si vous voulez, politique, on peut dire. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose d'un pays à un autre. Et puis, ces enfants-là, de 0 à 18, pour aller vite, à 18 ans, eh bien, évidemment, ils connaissent des vies et des manières de s'exprimer, des manières d'être éduqués qui sont très diverses d'un pays à un autre. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour élaborer un texte qui, là, du coup, est très long, avec plus d'une cinquantaine d'articles, mais avec quelques principes forts qui sont réaffirmés: la non-discrimination entre les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'autres choses comme ça, d'autres principes qui avaient été mentionnés auparavant, mais qui là vont être dans un texte qui est une convention qui contraint les États qui la signent et qui y adhèrent à mettre en œuvre tous ces éléments que contient la Convention. Le 20 décembre 1989, la Convention universelle des droits de l'enfant voit le jour et depuis, le texte a été ratifié par 197 États. Cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été signée par pratiquement tous les pays du monde. Elle a été ratifiée par pratiquement tous les pays du monde. Il y a quelques exceptions, dont celle très notable des États-Unis d'Amérique, qui ont signé cette convention, mais qui ne l'ont pas ratifiée. Donc, de fait, les États-Unis ne sont pas une véritable partie prenante de cette convention. C'est l'une des conventions internationales les plus signées et les plus ratifiées. Mais évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de contraintes, ça veut dire que quand un État a signé et ratifié la convention, eh bien, il se soumet régulièrement à un examen de sa politique vis-à-vis de l'enfance, qui est mené par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui régulièrement inspecte, si j'ose dire, ce que fait tel et tel État, en respect ou en contradiction parfois avec la Convention de 1989. Il y a évidemment la question de leur effectivité, c'est-à-dire, c'est beau d'avoir des grands textes, des grands principes, mais concrètement, est-ce qu'ils sont mis en œuvre ou pas? C'est au Comité des droits de l'enfant de vérifier un petit peu cette situation.